26 mai 1942, Bir Hakeim, désert de Libye. Depuis l'aube, les colonnes de poussière s'élèvent à l'est, au nord, à l'ouest. L'horizon vibre, la chaleur dépasse 40 degrés. Dans le poste de commandement central de la position fortifiée, le général Marie-Pierre Koenig tient dans ses mains un message transmis par radio. Il le lit une fois. Il le relit. L'expéditeur, le général Erwin Rommel, commandant en chef de l'Afrika Korps. Le contenu, une sommation de se rendre dans les 48 heures. Koenig commande 3700 hommes légionnaires, fusiliers marins, soldats du bataillon du Pacifique, tahitiens, sénégalais, français de toutes origines rassemblés sous le drapeau de la France libre. Autour de lui, sur le périmètre de quelques kilomètres de sable et de roches qu'il a passé 3 mois à fortifier, l'Afrika Korps a déployé 40 000 hommes et 600 chars. 48 heures. Koenig pose le message sur la table. Ce qui se passe ensuite ne figure dans aucun manuel de l'armée française. Mais cela devrait figurer dans tous. Parce que sans ces hommes, sans ces kilomètres de désert défendus bien au-delà de ce qu'on leur demandait, la 8e armée britannique ne tenait pas El Alamein. Si El Alamein tombait, l'Égypte était perdue. Et si l'Égypte tombait, la carte de la Méditerranée ressemblait à quelque chose que les manuels d'histoire préfèrent ne pas imaginer. Comment 3700 hommes ont-ils tenu 15 jours contre 40 000 ? C'est l'histoire de la UNER. Brigade française libre à Bir Hakeim, la position que Rommel croyait neutre en 48 heures et qui résista 15 jours, offrant à la 8e armée le temps qu'il lui fallait pour survivre. Pour comprendre Bir Hakeim, il faut comprendre la ligne Gazala. Au printemps 1942, le front libyen ressemble à une équation à plusieurs inconnus. Côté britannique, la 8e armée tient une ligne qui s'étire de Gazala sur la côte méditerranéenne jusqu'au vide total du désert. Cette ligne s'appuie sur des boîtes, des positions fortifiées tenues chacune par une brigade. La dernière boîte au sud, le verrou extrême avant que le désert prenne le relais à l'infini, c'est Bir Hakeim. Ce n'est rien. Quelques collines de calcaire gris, des oudes asséchées, des pistes tracées dans le sable, à 60 km du ravitaillement certain, dans un creux de désert que les Bédouins évitent en été. Mais sur une carte d'état-major, Bir Hakeim est un point stratégique absolu. Quiconque tient Bir Hakeim tient le pivot sud de la ligne britannique. Si ce verrou cède, l'Afrika Korps déborde la ligne Gazala par le sud, prend les positions britanniques à revers et fonce vers l'Égypte. Koenig arrive à Bir Hakeim en février 1942. Il regarde ce qu'il a, des rochers, du sable et 3 semaines pour construire quelque chose qui résistera à une offensive blindée. Ce que ces ingénieurs construisent en 3 semaines est remarquable. 100 000 mines anti-chars et anti-personnel sont posées sur le périmètre. 3 rangées de barbelés en spirale ferment les approches. Des positions de tir en dur sont creusées dans le calcaire, à 1 mètre sous la surface. Des boyaux couverts relient chaque secteur, permettant les renforts sans traverser le terrain ouvert. Des dépôts enterrés stockent l'eau, les munitions, les carburants. Chaque carrefour intérieur est couvert par au moins 2 points de feu croisés. Koenig a compris une chose que beaucoup d'officiers refusaient d'admettre en 1942. Dans le désert, une ligne mince est une invitation. Une forteresse en profondeur, c'est un problème qui prend du temps. Il ne construit pas une tranchée. Il construit un labyrinthe dans lequel l'ennemi devra s'engager secteur par secteur, heure par heure, jour après jour. Au 26 mai 1942, Bir Hakeim est l'une des positions fortifiées les plus solides du front africain. Les mines rendent les approches blindées particulièrement coûteuses. 90 pièces d'artillerie dont des canons anti-chars de 6 livres capables de percer les Panzer III à 800 mètres couvrent tous les secteurs. Les positions enterrées résistent à l'artillerie légère et aux bombes de petit calibre. Les couloirs intérieurs permettent le déplacement rapide des réserves. Et la brigade elle-même est une force improbable. 3700 hommes venus de partout. Légionnaires vétérans des campagnes de Norvège, fusiliers marins, soldats du bataillon du Pacifique, embarqués depuis Tahiti, tireurs sénégalais, médecins, ingénieurs,
officiers qui avaient tout quitté pour rejoindre De Gaulle à Londres. Ils n'ont pas de territoire libéré à défendre. Ils défendent une idée. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas anodin au moment de décider de tenir ou de partir. Mais Bir Hakeim porte en elle-même sa faille mortelle, l'isolement total. Bir Hakeim se trouve à l'extrémité sud de la ligne, comme une île à la pointe d'un archipel. Les routes de ravitaillement traversent le désert ouvert, exposé aux patrouilles de l'Axe. L'eau vient de l'extérieur, les munitions aussi. Et à partir du moment où l'Africa Corse encercle la position totalement, hermétiquement plus rien n'entre. Une forteresse sans ravitaillement n'est pas une forteresse. C'est un compte à rebours. Rommel le sait. La salle de commandement de l'Africa Corps. Les cartes étalées sur la table de campagne. Un doigt posé sur le point côté Bir Hakeim. 48 heures. Ils n'ont pas de ravitaillement. Ils ne peuvent pas tenir. Ce calcul était arithmétiquement correct. Il était stratégiquement catastrophique. Parce que Rommel avait calculé la capacité physique de résistance de la brigade. Il n'avait pas calculé sa volonté de tenir au-delà du possible. Le 26 mai 1942, Rommel déclenche l'opération Venezia. 3 divisions blindées de l'Axe franchissent le fil de la ligne Gazala par le sud, contournent le champ de mines principal et pivotent vers le nord pour prendre l'ensemble de la 8e armée à revers. La manœuvre est audacieuse. Elle dépend d'une condition. Bir Hakeim doit tomber vite. 48 heures. Les premiers assauts contre le périmètre se heurtent immédiatement aux 100 000 mines et aux tirs croisés préparés depuis février. Les colonnes blindées italiennes de la division Trieste perdent des chars dans les champs de mines avant même d'atteindre les fils de barbelés. Les fantassins d'appui sont fauchés par les canons anti-chars enterrés. La progression est stoppée net. Rommel est en avance sur son plan partout, sauf là. Le 27 mai, la 90e division légère allemande encercle complètement Bir Hakeim. La brigade est coupée. Les liaisons radio avec le quartier général britannique fonctionnent encore. Mais les camions ne passent plus. Les jours qui suivent, bombardements aériens ininterrompus de la Luftwaffe, dont des Stuka en piqué à basse altitude. Le sol de Bir Hakeim vibre en continu. Le sable entre dans tous les culasses, les blessures, les rations. L'eau est rationnée à 1 litre par homme, par jour. En juin, dans le désert. Le 2 juin, le message arrive. Sommation formelle. Koenig lit. Koenig ne répond pas. Ce silence était une réponse. Il y avait une raison à ce refus qui dépassait l'héroïsme brut. Koenig l'avait calculé depuis les premières heures de l'encerclement. Chaque jour que Bir Hakeim tient est un jour que la 8e armée gagne pour retraiter, se réorganiser, préparer une nouvelle ligne défensive. Chaque heure que Rommel perd sous les murs de Bir Hakeim est une heure de moins pour atteindre l'Égypte avant que les défenses d'El Alamein ne soient prêtes. Tenir n'était pas une question d'honneur, c'était une question d'arithmétique stratégique. Koenig convoque ses commandants de secteur le 3 juin. La situation est sans ambiguïté. Les munitions anti-chars s'amenuisent. L'eau est distribuée au compte-gouttes. Les blessés s'accumulent dans l'infirmerie souterraine. La Luftwaffe bombarde en continu depuis le lever du soleil jusqu'au coucher, des centaines de sorties par jour. Les assauts blindés reprennent chaque nuit. Koenig leur dit une chose. La 8e armée n'est pas encore prête. Pas encore. La position doit tenir. Son nom était Marie-Pierre Koenig, général de brigade, 44 ans, officier de la Légion étrangère, formé aux campagnes coloniales et aux batailles de Norvège. Inconnu en dehors du cercle fermé de la France libre et des bureaux de Londres, où l'on gérait les forces que personne ne voulait vraiment prendre au sérieux. Ce qu'il allait décider dans les jours suivants allait être noté par Erwin Rommel lui-même dans ses mémoires de guerre. Ce qui rendait Koenig impossible à contenir par la logique ordinaire des opérations, c'est qu'il raisonnait à l'échelle stratégique à partir d'une position tactiquement compromise. Là où un autre commandant aurait pesé les pertes de sa brigade, il pesait les conséquences sur l'ensemble de la campagne d'Afrique du Nord. Les premières nuits de juin, il organise des sorties, pas pour attaquer frontalement, pour harceler. Des équipes de sapeurs sortent de nuit, récupèrent des mines posées par l'Axe autour du périmètre,
les réintègre dans les défenses intérieures. Des patrouilles de légionnaires harcèlent les lignes de ravitaillement allemandes, forçant Rommel à détourner des ressources pour protéger ses propres arrières. L'assiégeant se retrouve partiellement harcelé par ses assiégés. La première tentative de ravitaillement aérien britannique échoue. Les colis tombent en dehors du périmètre. La deuxième, de nuit, réussit partiellement quelques centaines de gallons d'eau, des munitions anti-chars en quantité insuffisante. Le 7 juin, la situation se retourne. Pas en faveur de la brigade, les bombes continuent, les assauts continuent, l'eau manque toujours. Mais quelque chose a changé dans l'équation de Rommel. L'Afrika Korps a besoin de Bir Hakeim depuis 12 jours, et Bir Hakeim tient toujours. Cela signifie que les divisions blindées qui devaient être loin au nord en train d'écraser la 8e armée se consacrent à une position qui n'était pas censée résister une semaine. Et pendant ce temps, la 8e armée a retraité en bon ordre vers El Alamein. Elle a reconstruit ses lignes. Elle attend Rommel dans des positions préparées, avec des renforts arrivés d'Égypte. L'économie de la guerre a basculé grâce à quelques kilomètres de sable défendus au-delà du raisonnable. Koenig comprend que l'essentiel est accompli. Mais la brigade ne peut plus tenir indéfiniment. Les munitions anti-chars sont épuisées à 60%. Les hommes dormaient 2 heures par nuit depuis 2 semaines. Les blessés sont au nombre de 300. Le 10 juin, le général Ritchie transmet « Vous avez accompli votre mission, tentez une sortie ». Koenig a préparé cette sortie en secret depuis 5 jours. Des patrouilles nocturnes ont repéré un couloir entre les positions italiennes et allemandes dans le secteur sud-ouest. Ce couloir existe. Il est étroit. Il est partiellement miné. Mais les sapeurs de la brigade l'ont reconnu, mètre par mètre, dans l'obscurité des dernières nuits. Ils savent exactement où sont les mines. Ils savent exactement à quelle heure les patrouilles ennemies passent. La percée aura lieu de nuit, sans lumière, en silence. Les hommes qui partiront sont ceux qui peuvent marcher. Les véhicules sortent les premiers camions, half-track, ambulances, puis les fantassins en colonne. Koenig partira le dernier. La fenêtre est étroite. Quelques heures entre le retrait des patrouilles de nuit et l'aube. Après l'aube, les Stukas reprennent. Dans le désert à découvert, sans couverture, une colonne en mouvement est une cible idéale. L'opération commence à minuit. Nuit du 10 au 11 juin 1942. Bir Hakeim, minuit passé. Les moteurs démarrent un par un dans l'obscurité totale. Aucun phare, aucune lumière. Le grondement sourd des moteurs diesel au ralenti. L'odeur de gazole mêlée au sable. Le claquement discret des sapeurs à genoux sur le sol. Sonde de bois à la main, qui neutralise les mines une à une dans la nuit. 100 mètres, 200. Le couloir s'ouvre. Les premiers véhicules entrent dans le passage à 0,30. Les légionnaires à pied avancent sur les flancs, baïonnettes au canon, ordre strict, pas un coup de feu sauf contact direct. Le silence doit durer le plus longtemps possible. Chaque seconde de silence est une centaine de mètres gagnés. Le contact arrive à 0,47. Une patrouille italienne coupe la route par hasard, à 200 mètres du flanc de la colonne. Des fusils en rafale dans l'obscurité. Le feu croise, les légionnaires avancent. La patrouille recule, le couloir reste ouvert, la colonne continue. 2700 hommes sortent de Bir Hakeim dans la nuit en silence, dans le sable, à travers un couloir de quelques mètres de large que personne à l'extérieur de la brigade ne connaissait. Les blessés sur des civières portées à la main, les armes emportées. Pas un homme laissé derrière. À l'aube, la 90e division légère allemande découvre que la position est vide. Les radios allemandes transmettent la nouvelle dans les minutes qui suivent. Rommel est réveillé. Son état-major cherche la brigade. Elle est à 2 kilomètres au-delà du périmètre, se regroupant dans le désert ouvert, comptant ses hommes dans la lumière naissante. 2700 hommes sur les 3700 du 26 mai. 1000 perdus en 15 jours tués, blessés graves, prisonniers. Mais 2700 qui sortent vivants, armés, intacts comme force de combat. Rommel note dans son journal de campagne ce matin du 11 juin la résistance de Bir Hakeim,
la plus dure rencontrée en Afrique du Nord. Ce n'est pas la phrase d'un historien français, c'est la phrase de l'homme qui commandait les 40 000. Dans les archives de l'OKW, les rapports de l'état-major allemand consacrés au siège de Bir Hakeim témoignent, page après page, d'une stupéfaction qui ne se dissimule pas derrière le langage bureaucratique, position résistant au-delà de toute estimation préalable, préparation défensive d'un niveau non anticipé, perte dans les colonnes d'assaut, supérieure aux projections pour ce type de point d'appui. Les officiers qui rédigèrent ces rapports ne savaient pas encore que les 100 000 mines avaient été posées en 3 semaines par des ingénieurs qui avaient compris en février ce que l'état-major allemand n'aurait pas cru possible. Dans son livre « Guerre sans haine, Krieg ohne Hass », publié après la guerre, Erwin Rommel écrit sur Bir Hakeim avec une précision inhabituelle pour quelqu'un qui avait gagné cette bataille. La résistance de Bir Hakeim fut la plus dure que j'ai rencontrée en Afrique du Nord. L'ennemi l'avait dit lui-même. Il n'y avait plus rien à prouver. Le 30 novembre 1942, Winston Churchill se lève devant la Chambre des communes. Il parle de la bataille d'El Alamein, gagnée en octobre. Il parle de Rommel repoussé. Il parle du tournant de la guerre en Méditerranée. Et il dit que sans Bir Hakeim, sans ces 15 jours de résistance française dans le désert, la 8e armée n'aurait pas eu le temps de se préparer à El Alamein dans les conditions dans lesquelles elle fut gagnée. Ce n'est pas un général français qui le dit, c'est Churchill. Après Bir Hakeim, la doctrine des fortifications de désert change. Tous les états-majors alliés revoient leurs calculs sur ce qu'une brigade peut tenir contre une force 10 fois supérieure, si la fortification est bien préparée et le commandement résolu. La durée de tenue de Bir Hakeim, 15 jours, dépasse de 3 fois l'estimation maximale du quartier général britannique pour ce type de position dans ce type d'encerclement. L'Afrika Korps lui-même adapte son approche. Après Bir Hakeim, Rommel cesse de projeter des délais de neutralisation inférieurs à 1 semaine pour les positions fortifiées avec obstacle de mine dense. La leçon de Bir Hakeim entre dans les calculs opérationnels de la Wehrmacht en Afrique. 3 700 hommes, 40 000 assaillants, 15 jours tenus, 2 700 rescapés lors de la percée de nuit, ratio d'1 contre 11. 0 renforcement reçu pendant la durée du siège. 100 000 mines posées en 3 semaines par des ingénieurs qui n'avaient pas les ressources théoriques pour le faire. Et ces chiffres. 0 char allemand ayant pénétré dans le périmètre intérieur. 0. Koenig rentra en Angleterre. Churchill le reçut. On parla de lui comme d'un possible futur commandant des forces françaises. On parla de la libération. On parla de l'avenir. On parla moins de ce qu'il avait construit en 3 semaines dans le désert de Libye, de ces 100 000 mines posées en secret, de cette nuit de percée planifiée 5 jours à l'avance à partir de rien, de cette arithmétique stratégique qui avait transformé une position tactiquement impossible en un levier qui avait fait basculer une campagne entière. Certaines batailles sont gagnées par les armées qui arrivent après, d'autres sont gagnées par ceux qui tiennent assez longtemps pour que l'armée du lendemain puisse arriver. Ils tinrent 15 jours. L'armée du lendemain gagna El Alamein. Ces 2 faits ne se trouvent pas souvent dans le même paragraphe. Ils devraient l'être, parce qu'un général dont Rommel lui-même avait sous-estimé la position avait compris en février, dans un désert que personne ne regardait, que 15 jours valaient plus qu'une armée. Et que le temps, quand on sait le défendre, est la seule arme qui ne manque jamais de munitions. La France n'a jamais manqué de génie, elle a manqué d'écoute.